Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Cosmicronix, un podcast qui ambitionne de proposer à nos auditeurs une autre façon de penser et de vivre l'astrologie, notamment dans son orientation psychologique et socioculturelle. L'astrologie, c'est comprendre le monde d'aujourd'hui grâce à un outil millénaire et étonnamment pointu. Un outil, au demeurant, dont se sont servis bon nombre de grands esprits de l'histoire. L'astrologie vient nous rappeler que pour mieux avoir les pieds sur terre et changer le monde, il convient d'aller faire un petit tour dans les étoiles. Je suis Léa, astropsychologue, et j'anime ce podcast avec Mathilde, une superwoman entrepreneuse et passionnée d'astrologie. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce second épisode consacré à Harry Potter. Et nous avons choisi, pour avancer doucement dans les symboles astrologiques nombreux que l'on trouve dans la série, nous avons choisi de nous arrêter sur la chanson du Choixpeau, qui est en sorte un traité, disons, une sorte de traité sur les différents éléments en astrologie, qui sont au nombre de 4. Alors, il est évident que J.K. Rowling n'a pas choisi d'écrire cette chanson pour initier les gens à l'astrologie. Il y a quand même des différences majeures qu'on soulignera. Ceci étant, nous avons trouvé des analogies frappantes entre les 4 maisons et les 4 éléments astrologiques. Et on va dire que ça constitue un prétexte ludique pour pouvoir vous parler plus amplement des éléments en astrologie. Donc Mathilde, je te laisse inaugurer la chanson du Choixpeau. Bah alors tu te l'imagines bien, Léa, je ne vais pas la chanter. Oui, de toute façon nous n'avons pas la musique. Donc comment faire? Tu t'imagines bien que je vais simplement la lire. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Voilà. Donc on commence pas par le début, mais en tout cas je vais commencer par vous lire la chanson qui permet de décrire les maisons. Donc le Choixpeau a toujours raison. Mettez-moi donc sur votre tête pour connaître votre maison. Si vous allez à Gryffondor, vous rejoindrez les courageux, les plus hardis et les plus forts sont rassemblés en ce haut lieu. Merci Mathilde. Voilà, merveilleux. Je pense qu'une carrière m'attend. Oui, ça, je pense que là, on tient quelque chose de bon là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Gryffondor par rapport aux éléments? Est-ce que tu peux juste nous faire une petite intro sur ce que sont des éléments dans Astro? Oui, alors je vais m'en tenir à l'essentiel. Les éléments en astrologie sont grosso modo les fonctions psychiques de l'individu qu'on a chacun pour soi, partagé de façon assez différente selon les individus. Nous n'avons pas tous des fonctions égales qui vivent consciemment en nous. Donc ça s'appelle le partage des éléments. Il y a des gens bien plus marqués d'un élément plutôt que d'un autre. Ceci étant, ce sont les 4 fonctions psychiques de l'être humain qui sont, on va dire, synthétisé et à la fois synthétisé et à la fois décliné en 4 éléments. Donc c'est extrêmement ancien, ça remonte à bien avant l'Antiquité. Toujours dans toutes les mythologies, on parle des éléments que constitue la réalité physique, qu'on retrouve dans plein de traditions différentes. Et donc effectivement, c'est le feu, la terre, l'air et l'eau. Et on va voir un petit peu ce qu'en astrologie et plus spécifiquement en astropsychologie signifient ces 4 éléments et aussi comment la chanson du Choixpeau nous permet de les comprendre. Alors, par exemple, là, tu parles de Gryffondor. Oui. Alors, quels sont les termes, du coup, qui nous donnent un indice sur les caractéristiques du feu selon ta lecture? Mais moi, écoute, vraiment, le thème que je vais retenir, c'est... il y en a plusieurs, c'est le courage, la force, la détermination. On sait aussi que l'emblème de la maison Gryffondor, c'est le lion.
Ouais. Donc je crois que c'est Oui, c'est aussi parlant. assez parlant. Bien Voilà. sûr. Et la couleur aussi de cet emblème, c'est le rouge et l'or. Donc il y a vraiment, Oui, c'est je flamboyant, dirais, quoi. voilà. Et donc moi, ça me fait penser à la caractéristique de l'élément feu. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce qu'on peut rajouter Bien quelques sûr. Alors, caractéristiques? c'est sûr que là, c'est très basique. C'est-à-dire que ce que décrit Rowling, c'est une sorte de tremplin pour nous permettre de parler de l'élément feu. En tout cas, c'est la fonction de la vision, de l'inspiration. Et c'est d'ailleurs l'élément qui ouvre le zodiaque avec le signe du bélier, qui parle de courage, du courage d'agir, du courage de croire, du courage d'avoir des convictions. En tout cas, c'est l'élément feu c'est un élément qui parle de l'esprit, mais pas de l'esprit froid, mais c'est l'élément le plus inspiré chez l'homme. C'est ce qui lui donne envie d'agir, c'est ce qui lui donne cette étincelle, entre guillemets, divine, le feu sacré, ou il y a plein d'expressions. L'élan premier, effectivement, le fait de garder l'optimisme dans les moments difficiles, le fait de voir au-delà des réalités limitantes de l'immédiat, de voir plus loin, d'être visionnaire, de créer. C'est le feu de l'artiste aussi qui crée et qui a cette vision en lui qu'il a besoin de manifester dans le monde. C'est l'idéal. Et puis c'est un peu la relation verticale, comme le feu s'élance du bas, en fait, vers le haut. C'est la relation verticale de l'homme de cet aller-retour, en fait, entre la matière et l'esprit. Donc, on parle effectivement de foi, de spiritualité, de croyance, d'élan, d'inspiration, d'espoir, d'optimisme. Et puis, j'aime bien cette image aussi de penser après une représentation théâtrale réussie, quand quelque chose a été l'enthousiasme du public se manifeste par des applaudissements. Et quand on écoute les applaudissements en fermant les yeux dans une salle, on entend le crépitement d'un grand feu. Et c'est un peu l'image de ce que représente symboliquement le feu. C'est ce qui donne envie d'avancer. C'est ce qui donne envie, j'insiste sur le terme vie, de vivre, d'agir, de croire. Et c'est ce dont on a besoin actuellement, par exemple, en pleine crise. On a besoin de feu. Dire. Voilà. Oui, ils incarnent la vitalité, vraiment la vitalité, quoi. C'est des signes, parce que donc dans le zodiaque, les 3 signes qui sont marqués du feu sont le bélier, le lion et le sagittaire. Complètement, si je me trompe pas. Bon, alors effectivement, on va pas aller dans le détail des éléments, des modalités, de chaque signe, parce que là, on se complique un peu les choses. Enfin, dans le cadre de cet épisode, dans ce cas-là, vaut mieux prendre des cours, mais dans le cadre de l'épisode, ça va être un petit peu trop détaillé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que ces 3 signes ont en commun, c'est une capacité à aller au-delà de tout ce qui pourrait faire... alors, il y a d'autres caractéristiques du feu, mais c'est quand même les signes, dans leur essence, les plus joyeux, et ceux qui permettent de redonner effectivement la force de vivre et de l'espoir et du courage, du coup, ce qui est souligné là dans la chanson du Choixpeau. Tout à fait. Le courage d'avancer, parce que quand on n'a plus de courage, on ne fait plus rien. Alors, c'est le soleil, parce que le lion est lié au soleil, et le bélier est lié à Mars, qui est le guerrier, et qui est le héros, et le soleil, c'est aussi l'imagerie du héros dans toutes les mythologies, et puis le Sagittaire est lié à Jupiter, qui est quand même la planète la plus... on va dire, joviale des planètes en astrologie. Donc, grosso modo, le feu est typiquement la maison, en tout cas, on le voit dans Harry Potter, qui accueille les héros de l'histoire. Et c'est vrai que ça revient beaucoup à la symbolique, à la mythologie du héros, de l'image du héros, Hercule, enfin celui qui a des obstacles, qui va toujours... aller de l'avant et avec courage et va faire face au danger et va mettre sa peur de côté et va quand même choisir d'être de mettre son idéal avant tout sans se laisser abattre. Voilà, c'est un petit peu le message du feu.
Et voilà. C'est une très belle énergie dont on a bien besoin en ce moment. Absolument. Puis en plus, ce qui est marrant, c'est qu'Harry, je crois qu'on va en reparler dans un autre épisode, mais Harry est né le 31 juillet et comme J.K. Rowling, elle a fait naître le 31 juillet et lui-même est lion. Donc, oui, il incarne très très bien cet élément. Il y a une grande analogie entre les trois, quoi, entre le signe du lion de Gryffindor, le signe du lion de Harry Potter et la description qu'on en fait par rapport à l'élément feu. Du coup, je vais poursuivre. Vas-y. Alors, si à Poufsouffle vous allez, comme eux, vous serez juste et loyal, ceux de Poufsouffle aiment travailler et leur patience est proverbiale. Ah ah. Donc là, on a quand même beaucoup d'indices. Donc moi, ce que je retiens, c'est vraiment les adjectifs, c'est la loyauté, des gens qui aiment énormément travailler. On insiste beaucoup. Une très grande patience aussi, une tolérance. Je pense aussi une certaine humilité. Il faut savoir que donc l'emblème de la maison Poufsouffle est un blaireau et la couleur qui est associée à cette maison, c'est le jaune et le noir. Donc, ça te fait penser à quel élément, Léa, hein? Je sais pas, je mélange. Toi qui connais tout ça par cœur. Je mélange dans un pot de peinture du noir et du jaune. J'ai un espèce j'ai un espèce de cacadois qui donne du marron comme la terre. Voilà. La terre, voilà. Voilà, j'ai trouvé. En fait, c'était une question de chromatisme. Bravo. Ouais. Oui, alors évidemment, moi, ce qui me fait surtout penser à la terre là-dedans, c'est la patience et le travail, par extension, la productivité. Ce qui caractérise, alors, encore une fois, les 3 signes de terre, que sont le taureau, la vierge et le capricorne, sont bien différents l'un de l'autre. L'un des autres, voilà. Bon, bref. Les uns des autres, merci. Ceci étant, comme pour les signes de feu, ils ont des points communs. Et ces points communs sont le besoin de produire, de travailler, de se sentir utile, de sentir que le monde matériel, le monde réel, entre guillemets, le pragmatisme, le réalisme est honoré par le fait qu'on travaille la matière, qu'on la transforme, qu'on en fait quelque chose pour la société, pour le bien public ou le bien privé, que sais-je, mais en tout cas qu'il y ait une notion d'effort et de lien avec le perfectionnement de la matière. Voilà. Et le fait de se sentir exister parce qu'on produit. Alors notamment, les signes de terre sont extrêmement identifiés à leur travail. Oui. Pour différentes raisons, selon le signe. Mais en tout cas, il y a une forte identification à la tâche, à l'effort. Et est-ce que ça les sécurise? C'est des signes qui recherchent aussi beaucoup la sécurité, je crois, non? Tout à fait, oui. C'est-à-dire qu'au travers du travail, non seulement ça donne un cadre et une routine, et puis ça produit aussi normalement du bien, du bien des ressources. Et c'est ce que les signes de terre aussi apprécient, c'est de sentir que le sol est solide sous leurs pieds, qu'ils ont de quoi se nourrir, se vêtir. Alors, je ne dis pas que les autres éléments sont complètement étrangers aux nécessités pratiques de l'existence, mais enfin, c'est quand même quelque chose de particulièrement important, cardinal pour les signes de terre. Et ce qui est aussi frappant dans la chanson du Choixpeau, c'est la patience. La patience des signes de terre est particulièrement... Alors, vous allez me dire, il y a des auditeurs qui vont dire « Attends, je connais un vierge, il a aucune patience. » Ou alors, ce capricorne-là, il pique des crises de colère, il sait pas... Alors, je parle des signes dans leur essence. Il faut savoir qu'un thème astral est toujours plus compliqué qu'un soleil dans un signe. Enfin, on ne le dira jamais assez, même si on le dit, on le répète. Il y a toujours une tendance à se dire « Ah mais oui, quand même, les capricornes sont comme ça. » Non, c'est ceux qui sont marqués d'un signe. Hein, et on sait qu'il y a 10 planètes, donc on peut avoir le soleil en capricorne et 5 planètes en bélier. C'est sûr que ça ne va pas être la même chose que si... Oui, tout à fait. On ne sera pas marqué de la même façon. Évidemment que non. Voilà. Donc là, on parle vraiment ici avec Mathilde de l'essence du signe, voilà, pour nos auditeurs. Et ce qui est de aussi, l'élément, pardon.
Ce qui est aussi assez sympa, c'est qu'on sait que en fait, la salle commune de Pouf Souffle, elle passe par les cuisines. On sait aussi que la nourriture, en tout cas, moi qui est une petite lune en taureau, c'est trop mignon. C'est bien que elle est bien la lune en taureau. Elle est contente là-bas. Ça fait partie aussi je crois, de d'élémentaire. Bien sûr. La nourriture est très importante. Et on sait aussi que le professeur donc, qui dirige cette maison, c'est le professeur Chourave, qui est professeur de botanique. Chourave. Donc voilà. Et tu dans n'as les pas plumes. Parce que Léa lit Harry Potter en anglais, donc forcément on n'a pas exactement la même traduction. C'est assez drôle. Mais voilà, on sait qu'il y a cette prof de botanique qui gère cette maison, et que dans la salle commune il y a aussi une profusion, et ils le disent, de plantes diverses. Donc tout ça est très la nature. Oui, c'est la luxuriance de la nature, voilà. Bien sûr. Et puis c'est les nourritures terrestres. Enfin, je veux dire, c'est la bonne bouffe, et puis c'est aussi la mauvaise bouffe quand on n'arrive pas à bouffer avec le Capricorne, c'est ne rien manger. Enfin, je veux dire, c'est le rapport au corps, c'est le rapport à la matérialité, c'est tout ce que ça suppose. Et du coup, le lien entre l'esprit et le monde, pour la Terre, c'est le travail. C'est ce qui va faire que le corps va lier l'esprit de l'homme à la matérialité de notre monde. Et puisqu'ils ont un sens de l'effort, normalement, encore une fois, ce sont des généralités, mais normalement, il y a un sens de l'effort puisqu'il y a un sens du travail et un besoin de sécurité via la productivité, parce que si on ne travaille pas, c'est compliqué d'avoir des ressources. Il y a une patience innée, comme un petit peu la Terre, qui, en hiver notamment comme maintenant, ne produit pas. Il y a un temps, il y a un rythme de la Terre, un moment de jachère, un moment d'arrêt apparent, hein, puisqu'il y a toujours quelque chose qui se passe sous la Terre. Mais en tout cas, il y a comme un bon sens inné dans ces signes-là, qui permet d'être à l'écoute des rythmes de la nature, de la sagesse innée dans le cycle naturel. Et les gens qui sont marqués de la Terre sont très proches de ce rythme-là, de cette sensibilité-là, de ce bon sens-là, qui connaît les saisons, qui connaît les rythmes justes, voilà. Qui se ressourcent aussi, j'imagine, beaucoup dans la nature, sont des signes qui aussi, bien sûr, peut-être vont chercher de l'énergie dans la nature et l'environnement, l'énergie dont ils ont besoin. Ouais. Bien que je pense que tout le monde en ait besoin de ça, mais bon, ça c'est... Oui, ça c'est sûr, mais peut-être... il y a un plus grand naturel d'aller vers ça. Il y a une sensibilité. Ouais. Sans transition, si vous êtes sage et réfléchi, Serre d'Aigle vous accueillera peut-être. Là-bas, ce sont des érudits qui ont envie de tout connaître. Alors, quiz. Donc là, question à 1 million. C'est un gros quiz. C'est génial. Non, donc là, on a vraiment les caractéristiques de sage, réfléchi, érudit. Je pense aussi avec une certaine créativité. L'emblème, c'est l'aigle. Je t'arrête 2 secondes. La créativité, ce serait, si on parle de ce dont on va parler, pas de scoop. Tu mettrais... La créativité, c'est vraiment le feu. Hein. C'est le feu. C'est vrai. Ouais. C'est la vision créatrice, c'est les couleurs, c'est l'inspiration. Là, on est moins dans la créativité que... Tu vois, quand tu as lu l'envie de tout connaître, oui. Une espèce de boulimie de connaissances, d'informations, de faire des liens entre les choses. C'est moins la créativité là que la pensée vraiment, la fonction pensée. Ok, d'accord. Ok. C'est vraiment... Ok, donc la créativité, c'est le feu. C'est bien, c'est bon à savoir parce que j'ai toujours un peu confondu. L'emblème, donc, c'est l'aigle. Et les couleurs de la maison Serre d'Aigle, c'est le bleu et le bronze. Ouais, donc du coup, bleu, le bleu fait penser au ciel. Bah oui, c'est voilà. Vrai. Ouais. Et puis alors, c'est toi, Mathilde, qui m'a dit, d'ailleurs, j'avais pas noté ça, et puis c'est parlant, que la maison commune de Serre d'Aigle donne sur les montagnes.
Oui, exactement. En fait, la salle commune donne sur vraiment les cimes des montagnes environnantes, ils le disent. Donc, il y a vraiment une impression de respirer de l'air pur, en fait. Oui, Donc, ça, absolument. Et puis c'est alors un truc vraiment... très très caractéristique de l'élément air, c'est la capacité d'avoir une vue d'ensemble, d'avoir une vue dégagée, objective et détachée. D'accord. Qui est effectivement la fonction pensée, c'est-à-dire que c'est la fonction de l'esprit, de la rationalité qui permet de prendre des pas de recul pour pouvoir Oui. comprendre et jauger d'une situation à froid, sans que Hmm. les émotions soient concernées, sans que les pulsions soient concernées, sans que la subjectivité, les envies, les désirs, voilà, toutes sortes d'interférences, en tout cas, que pourraient supposer les autres éléments. L'air Mhm. a ce souci d'embrasser le réel par la connaissance, mais vraiment intellectuelle, c'est-à-dire il y a un aspect un peu comme ça, éthéré, froid, détaché de l'air, mais qui permet Oui. aussi d'avancer dans la connaissance, dans la science. C'est un peu comme quand on fait... on distingue un petit peu les sciences humaines des sciences dures. C'est pas tant qu'elles sont si séparées l'une de l'autre, mais que l'une va être peut-être un peu plus dans l'observation stricte du réel, que serait Mhm. de façon un peu sceptique comme ça, analytique, froidement analytique, sans se prononcer, sans y mettre de l'intime et du personnel. C'est en ce sens que les Hmm. signes d'air sont caractéristiques de la rationalité, de la pensée de l'homme. Et puis ce qui est très intéressant, c'est quand on pense aux signes d'air, Oui. c'est-à-dire les Gémeaux, la Balance et le Verseau. Et le verso. Oui. Alors pour la Balance, ça dépend. Elle n'est pas toujours représentée avec une femme qui tient une balance. Ça peut juste être une balance, mais en tout cas, c'est quand même caractéristique de voir que les Gémeaux sont des êtres humains et le Verseau aussi. Mhm. Et la Hmm. balance n'est pas un animal, c'est un objet. Donc c'est un objet créé par l'homme. C'est un artefact de la civilisation. C'est pas un objet naturel, c'est pas un animal comme c'est le cas des autres signes du zodiaque. Donc ça montre que la spécificité vraiment de l'humain, c'est la pensée, c'est le langage, Hmm. c'est Hmm. la communication, c'est Donc, c'est le l'information. monde des idées, en fait, Vraiment, ouais. Et le l'élément monde de la air. parole, du Ouais. coup, le monde de la rationalité, mais de la rationalité, pas juste la rationalité bête et méchante qui tourne en rond mais qui permet de comprendre le monde et d'avancer, de créer du progrès via la science et de communiquer les idées, d'apprendre. C'est le souci. Et on peut aussi dire que c'est plutôt un élément qui, justement, dans sa vision d'ensemble, euh, n'est pas tellement dans l'émotion. C'est pas tellement, c'est pas une énergie qui prend l'émotion en compte Pas du. Alors, dans son. l'air pur, non. Ouais, L'air pur, ouais, même, je ouais. dirais, se méfie Et profondément oui, des on a une. émotions. Ouais, Bah oui, parce que ouais, ouais. les émotions, généralement, sont celles qui vont venir interférer justement avec la possibilité de voir les choses de façon juste et neutre, comme par exemple la Ouais, balance, ouais. qui a pour vocation de se retrouver au centre des deux plateaux et Oui. d'avoir ce jugement complètement impartial d'une Mhm. vérité nue comme ça, mais qui en fait est utopique, parce que je veux dire, tant qu'on est un être humain dans un corps avec un passé, je veux dire, on n'est jamais un esprit pur qui peut voir la vérité pure des idées platoniciennes en face. Mais pardon, quand je parle des idées platoniciennes, ça me fait vraiment penser à l'air. C'est-à-dire que Et ouais, bien sûr. voilà, quelque chose Ouais. qui est détaché du corps et qui sait, qui va au-delà, c'est les concepts, c'est ce qui fait, voilà, c'est la fonction de la rationalité pensante de l'homme, de l'intellect. D'accord. Alors, on va terminer par la dernière citation liée à Serpentard et vous verrez qu'on n'est pas tout à fait Oui, raccord là. raccord Ouais. avec le dernier élément qu'on va présenter. Mais enfin, je vais vous lire le dernier passage. Vous finirez à Serpentard si vous êtes plutôt malin, car ceux-là sont de vrais roublards qui parviennent toujours à leur fin. Et donc ça, ce serait censé illustrer l'élément eau. Et on en est quand même Ouais. pas franchement... Voilà. Alors, C'est pas franchement ça.
Qu'est-ce qu'on peut en dire, Léa, de... Ouais, vous inquiétez pas, tous les signes d'eau qui nous écoutent, ou ceux qui ont beaucoup de planètes en eau, euh, vous ne serez pas destiné à rentrer à Serpentard si vous étiez dans Harry Potter. Hein, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des points communs. On va pas se cacher qu'il y a des points communs avec la description faite de Serpentard avec l'élément eau, mais pas pour les raisons qui sont données dans le livre. Oui, parce que ce qu'on voit là dans les maisons, c'est je pense qu'il y a quand même un vrai parti pris de l'auteur. Oui, bien sur sûr. le fait de mettre en lumière, une maison, enfin même plusieurs maisons par rapport à d'autres, ce qui n'est pas du tout le cas dans les éléments. C'est comme tu disais, il n'y a pas de mauvais signe du zodiaque, il n'y a pas de mauvaise planète, il n'y a pas de mauvais élément. Absolument il n'y a pas un pas. élément qui est en dessous d'un autre. Voilà. C'est important de le savoir. Alors, il faut savoir aussi que l'emblème, c'est donc le serpent. Pour cette maison, et les couleurs c'est vert et argent. Voilà. Donc l'argent, le miroitement de l'eau. Et c'est ça. Ouais. Parce que l'eau ne fait que miroiter finalement, fondamentalement. C'est un miroir. Enfin bon, bref, trêve de... Je ne vais pas rentrer dans mes délires là. Non, par exemple, quand on regarde Harry Potter, où se trouve par exemple la salle commune de Serpentard, sous le lac, dans les donjons sous le lac. Bon, alors il est évident là clairement qu'il y a un lien avec l'eau, hein. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est que le lac ? Qu'est-ce que ça symbolise ? Donc déjà, il faut savoir que dans Harry Potter, il y a un calamar géant là, qui vit dans le lac. Oui. Donc ça complique le truc, tu vois. Il y a un truc un peu bizarre qui se passe. Je vous conseille de ne pas vous faire toute la série comme je suis en train de me le faire en ce moment, parce qu'on fait des rêves quand même très bizarres. On voit des créatures un peu partout, c'est spécial de relire Harry Potter. Ouais, ça fait bouger l'endormissement de l'inconscient. C'est pas plus mal, hein, écoute. Hein. Tant qu'à faire des vagues en ce moment, c'est les vagues justement, parlons de l'eau, cette eau qui en fait en soi n'est absolument pas un élément négatif, bien que il soit un élément réceptif, c'est-à-dire que l'eau régit la fonction émotion. Et qu'est-ce que sont les émotions ? Je n'arrive pas à poser ma question. La nature des émotions, ce n'est pas d'être bon ni mauvais, il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est d'être en mouvement. Émotion. Hein, il y a motion dedans. Donc, l'idée d'une émotion, c'est que ça traverse, ça passe, c'est éphémère, ça vit, ça existe, et il y a ce côté transitoire de l'émotion qui, comme l'eau, coule, n'existe que par son mouvement, finalement. De l'eau figée, ça devient de la glace. Ou alors un lac qui... De toute façon, on sait très bien que les lacs qui sont trop calmes cachent des créatures sous la surface, des créatures dans les profondeurs. C'est vraiment... Je pense que la raison pour laquelle Serpentard peut être lié à l'eau, avant toute chose, c'est que, comme Mathilde vous l'a bien lu, on finit à Serpentard si on est plutôt malin. Alors, ça ne veut absolument pas dire que les poissons, les cancers, les scorpions sont tous logés à même enseigne et sont de gros manipulateurs. Évidemment, c'est absolument pas aussi simple que ça. Ceci étant, comment est-ce qu'on s'y prend, quel que soit son signe, quand on veut sciemment ou un peu moins consciemment manipuler quelqu'un ou quelque chose ? On s'y prend généralement par le mode de la vulnérabilité émotionnelle. Ça se fait pas trop par les idées, ça se fait pas trop par la provocation agressive, ça se fait pas trop pour manipuler autrui. Il y a un moment donné où ça va toucher quelque chose de l'ordre de l'inconscient de l'autre ou de l'émotionnel de l'autre, qui va toucher à sa vulnérabilité, qui va pas... Il est clair qu'on ne va pas manipuler les gens par la raison ou par l'argumentation. Il faut que ça touche quelque part. Et puis j'ai l'impression que c'est aussi des signes qui peut-être, alors tu me corriges si je fais une erreur, mais qui peut-être parce qu'ils ont des intuitions un peu plus importantes que peut-être d'autres signes, arrivent à sentir des choses chez les autres peut-être un peu plus cachées et du coup s'en servir
à des fins plus ou moins positives. Après, c'est selon chacun. Évidemment, chacun a son l'eau libre arbitre. suppose la fonction, alors émotion, mais ce sont, l'élément eau extrêmement perceptif. Donc, les 3 signes d'eau, de façon différente, encore une fois, que je ne déclinerai pas ici, le Cancer, le Scorpion et les Poissons sont tous les 3 des signes extrêmement perceptifs. Donc, ils vont comprendre, ressentir des choses qu'ils ne vont pas nécessairement rationaliser, mais ils vont les savoir de façon innée, parce qu'ils l'ont perçu sur un plan émotionnel pur. Et dans certains cas, ils peuvent effectivement réutiliser ce matériel émotionnel contre les autres pour arriver à leur fin, ou alors ils peuvent évidemment le transformer en quelque chose de merveilleux et qui fait les meilleurs êtres humains sur Terre, qu'est l'empathie, la compassion, la compréhension d'autrui, la générosité et la complicité émotionnelle. Ça dépend de toute façon de l'usage qu'on en fait. Mais c'est vrai que si on devait parler de l'élément eau par rapport à l'analogie qu'on en a faite avec Harry Potter et notamment ici Serpentard, on parle d'un lac, on parle d'un donjon sous le lac et que l'eau symbolise quand même l'élément le plus inconscient de la psyché. Oui. On est généralement mené par nos émotions, on n'est pas mené par on peut être mené par nos idées, mais dans ce cas-là, si on pense que c'est une mauvaise idée, on change d'idée. Les émotions sont les émotions beaucoup plus insaisissables. Donc en ce sens, c'est vrai que l'élément eau est le plus sinueux, le plus sournois, parce qu'il s'infiltre partout, là où on ne veut pas qu'il s'infiltre. On ne maîtrise pas vraiment nos émotions si on n'est pas un grand sage ou qu'on n'a pas beaucoup travaillé sur soi. Donc voilà, il y a un aspect un peu comme le serpent qui sinue comme ça, qui s'infiltre, Et d'ailleurs, on le voit assez bien finalement, parce que c'est dans Harry Potter, ce que symbolise Serpentard, c'est qu'effectivement, c'est toute l'ombre avec ces fameux personnages, en français, Drago Malfoy, Gable, Crabbe, tout ça, à chaque fois, ils sont des espèces de dissimulation des mauvais coups qu'ils vont commencer à prévoir, mais en même temps, ils ont ce côté, comme ils incarnent l'ombre, ils permettent à Gryffondor encore mieux de briller, je dirais, et aux héros qui incarnent Gryffondor de briller encore plus. Évidemment, c'est ce que, j'ai plus la citation exacte, mais c'est ce que disait Jung, c'est que sans ombre, il ne peut avoir de lumière. Alors je sais que c'est un peu impensif de dire ça, mais c'est une réalité existentielle de base. Harry Potter ne pourrait pas exister sans qu'il porte en lui aussi l'ombre de Voldemort. Oui, tout à fait. Donc, et c'est ce triomphe peut-être de cette ombre incarnée par justement le feu qui en fait un tel héros dans la saga finalement de absolument, oui, bien sûr, de J.K. Rowling. Oui, et puis qui est beaucoup plus complexe que ça, parce que finalement personne n'est tout feu, tout terre, tout eau ou tout terre. C'est le mélange de tous ces éléments, à chaque fois unique pour chacun, qui fait l'étoffe d'un individu. Et puis aussi, évidemment, je le répète, l'usage qu'il en fait, qui importe. D'ailleurs, je crois que c'est très bien illustré dans Harry Potter quand, pour ceux qui ont lu tous les livres, dans le second tome, me semble-t-il, quand Harry commence à entendre des voix, on lui fait comprendre, donc qu'il parle la langue... que je ne sais pas comment il a été traduit en français, le parcel tongue en anglais, le parsi, je ne sais pas comment ils l'ont traduit. Oui, je l'ai plus là, mais oui, c'est la langue... je crois que c'est la langue des serpents, je crois. Je sais plus. Enfin bon, cette fameuse langue que parle Voldemort. Fourche-langue, voilà. Fourche-langue, voilà. Merci. Alors cette fourche-langue, effectivement, c'est comme s'il la possédait, comme quelque chose qu'il ne maîtrise pas, il ne sait même pas qu'il la parle et tout ça. Et évidemment, vient ce moment de doute où il se dit, est-ce que j'appartiens vraiment à la maison de Gryffondor ? Oui, tout à fait. Ou est-ce que... fondamentalement, je devrais aller à Serpentard, mais pourtant j'avais demandé aux
au Choixpeau de ne spécifiquement pas me mettre dans Serpentard. Et à la fin... Exactement, c'est tout à fait ça, parce que justement, j'ai retrouvé le passage où il hésite vraiment beaucoup entre Gryffondor et Serpentard. Et en fait, le Choixpeau, quand il pense que Harry Potter doit aller à Serpentard, en fait, dans le texte, il dit qu'il pense qu'il peut aller à Serpentard parce qu'il dit « Je vois beaucoup de courage, des qualités intellectuelles, du talent. Et mon garçon, tu es très avide de faire tes preuves. Voilà qui est très intéressant pour la maison Serpentard. La maison Serpentard t'aiderait singulièrement sur le chemin de ta grandeur, ça ne fait aucun doute. » Donc on voit quand même qu'il y a une... Ah oui, c'est comme si le Choixpeau voulait le mettre directement dans Serpentard, mais ce qui est clair, c'est que Harry ne veut absolument pas cela. Non. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin donc, de ce fameux livre 2, où il pense finalement appartenir à Serpentard et plein de désarroi, il demande à Dumbledore justement pourquoi est-ce que... oui, s'il n'appartenait pas, finalement, puisqu'il parle la fourche-langue, s'il n'appartenait pas réellement à Serpentard. Et je me souviens que Dumbledore lui dit « Mais ce ne sont pas nos talents qui nous définissent, mais ce sont nos choix. » Donc ça veut dire qu'il y a le potentiel d'un côté et il y a ce qu'on en fait de l'autre. Et je pense que ça parle vraiment de l'usage qu'on peut faire de chacun des éléments qui, en soi, ne sont qu'énergie. Faut quand même savoir, on y reviendra peut-être dans un autre épisode, parce que là, on arrive à la fin, mais que l'astrologie, en tant que langue et en tant qu'outil, ne peut absolument pas définir, ne porte pas en elle une morale. C'est nous qui apportons la morale au travers de notre filtre éthique. Mais l'astrologie ne décrit que des énergies. Il n'y a pas de bon et de mauvais en astrologie. En revanche... et surtout, chacun a son libre arbitre. Complètement. C'est-à-dire qu'à la fin, on décide quand même de ce qu'on a envie de faire avec ce qui est mis sur notre chemin comme événement, comme... on a peut-être un prisme, je ne sais pas comment mais peut-être que chacun, en fonction du thème qu'on a, des énergies, des différents éléments, on va peut-être interpréter les choses selon un prisme particulier. Mais finalement, après, c'est ce qu'on en fait, évidemment. Et ça nous appartient. Et ça nous appartient en propre, et ça, le thème ne le dira jamais. Et encore une fois, ça ne peut pas indiquer l'éthique humaine, la morale humaine, je ne sais pas, voilà... c'est un terme ou pas à la mode, mais moi je pense que la morale, c'est quand même une des grandes questions de l'humain, et cette morale, on ne peut pas la décrire par l'astrologie. Voilà. Donc ça, c'est important de s'en souvenir. Belles paroles, Léa. Je te remercie beaucoup d'avoir décrypté avec moi les 4 maisons. Hein. C'était super. Toujours. Et puis donc, on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. On vous en dit pas plus, mais ça sera encore sur la saga Harry Potter, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On n'en finit plus. On est lancé là. Voilà. Et on vous souhaite de passer des moments les plus sereins possibles en ce moment. On sait que c'est un peu compliqué, donc oui, au vu de la situation actuelle. Podcast, on vous donne un petit moment peut-être d'apaisement, de rigolade. Enfin, vu ce qu'on dit, je pense qu'il y a quand même de quoi faire. De quoi faire. Et puis voilà. Et on vous dit à dans 15 jours. À très bientôt. À très bientôt. Salut Léa. Salut.